Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très content, je reçois deux personnes. Gaïa Rié-Moszkowski, désolé pour la prononciation, je ne suis pas très doué pour ça. Et puis Charlotte Vincent. Vous avez créé une structure qui s'appelle Elle Espère, et une structure qui travaille sur les violences. En fait, vous avez été amené à travailler sur les violences, quelles qu'elles soient, leur prévention, leur dépistage et l'accompagnement des victimes. Alors, Charlotte, bonjour. Bonjour. Et Gaïa, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, c'est quoi une violence ? C'est une question très complexe. Pour commencer, une violence, est-ce qu'on veut une définition absolue ? Est-ce qu'on veut un ressenti ? Est-ce que perçoit quelqu'un comme une violence est la même chose que quelqu'un d'autre ? Je trouve qu'un des travaux sur lequel on avance pas mal avec Gaïa, c'est ça aussi, c'est le fait que l'identification de la violence, déjà, c'est un vrai travail. On a parlé pendant longtemps de femmes battues, ce qui était du coup l'imaginaire global des gens sur les violences. Donc le fait de voir des traces physiques sur le corps des personnes. Et en fait, on se rend compte plus on avance que la violence, elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas toujours, et elle regroupe plein d'autres différents types de violences psychologiques, de violences verbales, de violences sur la santé reproductive, sur la santé gynécologique, enfin beaucoup plus large que ce qu'on envisageait initialement. On peut se dire aussi que la violence, c'est quelque chose qui est objectivé par la loi, mais qui peut être aussi subjectif. C'est-à-dire que être dans la bienveillance, c'est aussi prendre soin de ce qui fait violence à l'autre, même si c'est quelque chose qui ne ferait pas violence à nous. Donc en fait, vous commencez par une question qui est vraiment très très large. Très large, mais c'est pour savoir de quoi nous allons parler. Bien sûr. Voilà. Et très bien. Alors là, on approche des vacances. Et justement, colonie de vacances, qui dit colonie de vacances, c'est un souvenir personnel. C'est là où j'ai subi la première violence dont je me souviens. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents qui vont envoyer leurs enfants en colonie de vacances ? Alors, la première chose que je dirais juste, c'est déjà de dire aux parents de ne pas s'empêcher d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Oh là là, il y a trop d'histoires, il y a trop de violence dans la rue, il y a trop de... Finalement, moi, mes enfants, je préfère qu'ils ne partent pas en collectivité. Donc, en tout cas, nous, on va vraiment dans le sens de dire, non, en fait, il faut quand même qu'on laisse les enfants s'épanouir et vivre leur vie. Et donc, effectivement, on peut vous proposer déjà quelques pistes, en tout cas, de choses à préparer, de choses à dire aussi à son enfant avant de partir, de choses à penser avant de partir. Oui, sur les sujets qu'on traite avec Elle Espère, il y a effectivement l'idée de la prévention des violences, notamment, et il y a l'idée aussi de la santé sexuelle. Finalement, nous, notre action, elle est un peu à l'intersection de ces deux thématiques-là. Donc c'est vrai que sur des enfants puis ados qui partiraient, on n'est pas exactement sur les mêmes problématiques. Sur des plus jeunes, on ne va pas être encore sur des problématiques de santé sexuelle avec une entrée dans la sexualité consentie potentiellement, alors que chez les plus jeunes, on va être plus sur de la prévention des violences. C'est l'idée d'anticiper en fait une façon d'interagir avec ses enfants dans l'éducation de façon générale, d'avoir inculqué aux enfants des petits messages tout simples de l'empathie, de leur corps leur appartient. Donc en fait, ça veut dire que si leur corps leur appartient, n'importe qui n'a pas le droit d'entrer en contact avec leur corps sans leur demander. C'est leur apprendre à eux déjà et à elles, mais c'est aussi être en capacité de le faire en tant que parents. C'est-à-dire que si on leur dit personne ne doit toucher ton corps et qu'en fait nous, on leur tripote les cheveux sans leur demander, en fait on est déjà dans quelque part une façon de leur apprendre le contraire de ce qu'on dit. Donc c'est finalement dans l'éducation un peu au quotidien qu'on transmet déjà des messages de prévention aux enfants, de leur faire identifier ce qui est normal, pas normal, acceptable, pas acceptable, leur permettre de pouvoir dire si jamais ils ont un problème. Donc c'est une chose sur laquelle on travaille, dont on parlera peut-être ultérieurement, un programme de prévention auprès des maternelles. Donc de travailler l'histoire de l'adulte de confiance, que les enfants aient conscience que si jamais ils ont un problème, ils peuvent venir en parler à leurs parents ou en tout cas personne qui s'occupe d'elles et d'eux.
c'est de se dire aussi, si on part après sur des un petit peu plus grands, de parler plus de santé sexuelle à proprement parler. Donc en fait, à partir de quel âge on parle de quel sujet, comment on peut aborder le sujet de la sexualité. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le sujet, bonjour petit choupinou, petite choupinette, aujourd'hui on va faire la conversation sur le sexe, ou est-ce que en fait, si on a pu répondre à toutes les questions au fur et à mesure, on arrive avec des enfants qui ont les connaissances adaptées à leur niveau de compréhension. Justement, donc à partir de quel âge on parle de sexualité avec les enfants ? Eh bien en fait, je crois pas qu'il y ait un âge à un moment donné où, clac, on doit parler sexualité. Je pense qu'en fait, on commence depuis très très jeune à déjà poser les premières briques du consentement. Alors c'est pas du consentement sexuel, mais c'est du consentement avant de toucher le corps de l'autre, de l'empathie, de la communication, de regarder ce que ça fait à l'autre, ce qu'on est en train de faire. Et progressivement, on arrive sur les premiers contacts physiques, les premiers bisous, les premiers contacts avec de l'affection. Et en fait, il n'y a pas vraiment un moment où on se met à parler de sexe. On répond au fur et à mesure des questions. C'est vraiment ça, c'est de dire, il y a pas un moment où l'adulte décide que ça y est, il faut dire. Il y a tout au long de l'enfance et puis de l'adolescence où en fait il faut répondre aux questions au fur et à mesure où elles se posent. En répondant aux questions qui sont posées sans aller au-delà. C'est-à-dire un enfant qui se dit comment on fait les bébés, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire la totale en expliquant la pénétration, l'éjaculation, l'accouchement, la césarienne. Et parfois il y a un peu ce côté, maintenant que je me lance, je dois tout sortir, tout dire, tout expliquer, alors que on peut très bien faire très progressivement des réponses aux questions et puis faire un peu de prévention. Alors moi, typiquement, j'ai des enfants, j'ai 2 petits garçons de 6 et 8 ans. Charlotte est sage-femme. Pardon, oui, je suis sage-femme spécialisée en santé sexuelle. Et j'ai 2 petits garçons, et typiquement, celui qui a 8 ans, donc le plus grand, on a commencé à parler de pornographie. Alors, on pourrait se dire, pornographie, quand même, c'est un peu tôt. Sauf qu'en fait, comment on parle de pornographie pour un petit garçon ? En fait, c'est pas de lui parler des contenus et du détail, c'est déjà de lui dire qu'en fait, ça existe. On sait que, en fait, les enfants, à partir de 9 ans, ils commencent déjà à voir du porno, alors pas forcément en recherche active, mais parce que quelqu'un leur en montre, parce que le grand frère, le cousin, enfin, il y a des moments où, en fait, les enfants, ils sont en réunion avec des plus grands, qui ont des téléphones, qui ont des iPads, qui ont des ordinateurs et qui montrent des choses que les enfants ne sont pas toujours en capacité de voir sans pouvoir être accompagnés pour les voir. Donc du coup, il y a un site internet qui s'appelle The Porn Conversation et qui justement travaille sur ces questions de comment on aborde ces sujets-là, puisque le porno très jeune, effectivement, ça peut être traumatisant pour les enfants. Par contre, de pouvoir les avoir préparés à savoir qu'il y a des supports qui existent comme ça et leur permettre de regarder ça avec une distance suffisante, c'est un petit peu différent. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment un âge où on parle d'eux, il y a toute l'enfance et l'adolescence de nos enfants où il faut en fait au fur et à mesure leur donner de l'information au fur et à mesure où ils posent des questions. Il y a quelque chose aussi, c'est que dans les familles où il y a des fratries, effectivement, on va se rendre compte que très vite, souvent, ce qui va démarrer, c'est l'aîné qui va arriver avec ses premières questions. Et en fait, à la suite, ceux qui suivent vont être face à ces questions beaucoup plus tôt. Et donc, il va falloir adapter aussi les réponses en fonction, évidemment, des âges des enfants. Voilà. Mais donc, forcément que selon le contexte, l'enfant arrivera à ces questions plus ou moins tôt et que l'adulte doit être effectivement en mesure de s'adapter. Et typiquement, un couple de parents ou des parents, peu importe s'ils sont en couple ou pas d'ailleurs, qui envoient leurs 2 enfants en colo qui n'ont pas le même âge, finalement, ils vont peut-être quand même être amenés à avoir cette conversation-là avec les 2 enfants, finalement. Là, on a parlé de la sexualité, mais il n'y a pas que les violences sexuelles, il y a aussi d'autres violences. C'est-à-dire le petit bouc émissaire, celui qui est un petit peu différent des autres et qui va prendre les coups de toute la communauté. Oui, alors effectivement, ça c'est des sujets, nous, qu'on traite un petit peu moins dans le cadre de LSPR, mais effectivement, nous, ce qu'on peut préconiser aux parents et aux enfants, c'est vraiment de les armer déjà à trouver, comme le disait Charlotte, une personne ressource, et si c'est en colonie, c'est effectivement de voir est-ce que le directeur, la directrice de colo, est-ce qu'un animateur, une animatrice, l'infirmière, c'est obligatoire normalement sur les séjours, va pouvoir être la personne ressource pour en parler assez rapidement. Après, on peut imaginer quand même que sur des temps assez courts de séjour, les dynamiques qui se mettent en place dans le cadre du harcèlement scolaire n'auront quand même
pas vraiment le temps de se mettre en place, justement. Et on peut imaginer que c'est quand même un peu moins fréquent dans le cadre de séjours qu'à l'école, où il y a quand même des dynamiques de groupe. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus complexe et ça prend un petit peu de temps. Donc, voilà. Puis c'est de faire un peu de la prévention. Déjà, si les enfants ils savent que ça existe, c'est déjà quand même la première chose. Donc ça peut être d'utiliser des lectures, soit de livres qu'on a à la maison, soit de livres qu'on peut trouver dans les bibliothèques ou les médiathèques aussi. Donc de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est. Et ça, il y a des livres qui l'expliquent chez les très jeunes enfants. En fait, le fait que le groupe, des fois, ça pousse à faire des choses qu'on ferait peut-être pas tout seul et qui font du mal aux autres. De les faire travailler sur l'empathie, parce que là, on pense les enfants qui pourraient être victimes, mais on peut aussi avoir les enfants qui deviennent des agresseurs aussi, et des harceleurs sur leur lieu de vacances. Donc de leur donner la connaissance déjà de ces phénomènes-là, de leur transmettre aussi le fait que quand on est victime, en fait, on n'est jamais responsable des violences qu'on subit, et ça, c'est quand même un message qu'on martèle pas mal. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être des petits messages clés. De savoir que s'il leur arrive quelque chose, eh ben, ils pourront nous le raconter en rentrant et qu'on ne se mettra jamais en colère. Et ça, c'est hyper important, parce que finalement, quand on est victime, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se dit que peut-être on n'aurait pas dû faire ci, on n'aurait pas dû faire ça, et donc du coup on ne peut pas en parler. Donc de dire, voilà, si t'arrive quelque chose, peu importe ce qui fait que c'est arrivé, en fait je serai là et on pourra en parler et je vais t'aider. C'est vrai qu'on constate assez souvent que les victimes mettent souvent plusieurs années avant de porter plainte, par exemple, de ce qu'elles ont subi, comme si elles pensaient que quelque part c'était un peu leur faute. Souvent les avocats jouent beaucoup là-dessus aussi, mais... c'est pour ça que les violences ne doivent pas être tabous. Et merci à vous d'avoir fait tout ce travail. Donc si je résume bien, pour les enfants, il faut les envoyer en colonie de vacances. C'est l'apprentissage de la vie. Et donc, elles ont envie aussi. Et si elles ont envie, c'est-à-dire de respecter leur choix. En tous les cas, pour prévenir les éventuelles violences, c'est la connaissance de... comment je trouve un référent déjà local à qui je vais pouvoir en parler, de savoir qui je suis moi et ce que je peux autoriser, c'est ça, de toucher mon corps ou non, voilà. Et quoi d'autre peut-être comme message encore ? Alors, sur la question du corps, c'est vraiment de revenir sur la notion que le corps appartient à l'enfant et que finalement, personne, que ce soit un adulte de la famille, le Père Noël, enfin en tout cas, personne n'est autorisé, même en échange de cadeaux, même dans le cadre d'un secret, personne n'est autorisé à toucher son corps. Et ça, c'est des petits messages, effectivement, qu'on peut distiller très, 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 très tôt. Et j'ai oublié votre dernière question. La dernière question, ce qu'on met dans sa valise avant de partir. Ah oui, alors par contre, on n'a quand même pas évoqué les questions de qu'est-ce qu'on met dans la valise d'un ado qui part en vacances. Est-ce qu'on réfléchit à la contraception ? Est-ce que les vacances, on sait aussi que parfois c'est un moment qui est un peu comme entre parenthèses, où on a l'impression qu'on se décroche un peu du présent, et donc c'est quand même souvent, et d'ailleurs on le voit dans les groupes de parole, il y a souvent des choses qui se passent pendant les vacances et les premières règles, les premières fois, parce que voilà, sans qu'on puisse toujours savoir exactement pourquoi, c'est un moment qui est propice à, et donc effectivement, même si c'était pas du tout à l'ordre du jour avant le départ, est-ce que finalement on glisse quand même quelque chose, et si on le glisse, on l'explique. Voilà, on ne cache pas forcément le petit préservatif dans le coin de la valise, qui va découvrir, qu'il ou elle va découvrir d'ailleurs. Et être confisqué à l'arrivée par la personne qui les accueille, donc parfait. Non, voilà, c'est effectivement, est-ce que c'est pas l'occasion de discuter un peu contraception, et puis si c'était pas l'heure, c'est pas vraiment très grave, ils auront l'information, et puis si c'est l'heure, ça sera fort utile. Oui, puis moi je pense pour transmettre de l'information, alors tous les parents ne sont pas forcément à l'aise pour traiter ces sujets-là. Je trouve que déjà ce qui est bien, c'est de se dire, déjà d'accepter, de se dire en fait on n'est peut-être pas super à l'aise, donc soit on peut passer par un ou une professionnelle de santé et dire tiens écoute je te propose, voilà, on prend un rendez-vous, tu discutes, tu fais ce que tu veux, tu t'en sers pas, mais en tout cas au moins tu as identifié une ressource. Ça peut être, maintenant il y a quand même pas mal de livres qui existent et qui sont adaptés, avec un langage adapté, beaucoup de réponses, il y a des chats, il y a des sites internet, enfin il y a quand même maintenant pas mal d'outils pour donner accès à des ressources avec de l'information correcte. Donc je pense qu'il y a comment cette être sûr option-là. de ces informations à travers les livres, Internet, etc.
comment on peut avoir des références par rapport à ce qui est dit et écrit ? Déjà, je pense qu'il faut juste prendre le temps d'aller les regarder, d'aller les lire. D'accord. Sur Internet, on a quand même un peu maintenant des comparatifs sur les livres. On peut demander à son libraire, on peut demander à sa bibliothécaire ou à son bibliothécaire. En fait, il y a quand même des gens qui travaillent un peu sur ces questions, sur les questions d'égalité, de sexisme, de non-discrimination. Et c'est vrai que la littérature jeunesse, moi, c'est quelque chose que j'ai suivi pas mal. Déjà parce que, en travaillant sur les violences, mais mes enfants étant métis, je trouvais que c'était intéressant d'aller voir ce qui existait comme modèle non genré et non discriminant. Quand moi j'ai eu mon premier enfant, les enfants qui étaient noirs, c'était Kirikou dans la littérature jeunesse. Donc du coup, on voit quand même que ça s'est vachement démocratisé, ça s'est ouvert, des fois de façon un peu caricaturale, mais n'empêche qu'on voit quand même beaucoup plus d'ouverture. Donc il suffit d'avoir une bonne librairie jeunesse et en fait d'aller les solliciter parce que typiquement c'est leur métier d'accompagner dans des bonnes littératures. Et de dire aussi que dans les médiathèques et les bibliothèques de ville, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des mâles, où il y a, c'est des mâles égalité, comme tu disais, des mâles prévention, où en fait les bibliothécaires regroupent sous forme de thématiques des ouvrages qui vont pouvoir être utilisés souvent par les écoles ou par des associations. Et donc, c'est quelque chose qui se fait couramment. Donc, on peut tout à fait aussi, et puis comme ça, c'est gratuit, aller se renseigner de ce côté-là. Et je voulais juste revenir, après, on va peut-être pas être longue sur le sujet, mais revenir sur le fait que, tu le dis souvent, et je trouve ça fort intéressant, qu'on a toujours 1 ou 2 ans de retard facile sur là où on est réellement notre enfant sur les questions de sexualité, voilà. Et nous on le voit, moi je l'ai beaucoup vu dans mes accompagnements au commissariat où je me retrouvais très souvent face à des parents qui me disaient non mais mes enfants ils en sont mais alors pas du tout là, ils regardent ni les filles ni les garçons, ça les intéresse pas, et où en fait les enfants en étaient déjà là et même bien plus loin. Et donc ça c'est vraiment intéressant de l'avoir en tête et de pas se dire ah ben non en fait c'est beaucoup trop tôt, je vais pas en parler. En fait juste on se pose et on réfléchit à la manière dont on en parle, mais voilà, on a forcément du retard. Alors j'ai oublié de vous dire que Gaïa intervient dans les commissariats et qu'elle est chargée d'accompagner les victimes. Tout à fait. Elle est chargée de mission d'accompagnement des victimes. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, on n'oubliera pas non plus de glisser Oui, allez-y. Oui, non, je disais, effectivement, si on se fait un peu la synthèse de ce qu'on veut éventuellement avoir dans la valise, je dirais même qu'avant d'arriver sur l'idée des préservatifs, effectivement, de se dire déjà que chez les plus jeunes, d'anticiper le respect de leur intimité, c'est-à-dire, en fait, on va à la plage, on va se changer, etc. En fait, d'avoir une serviette où ils peuvent se changer leur maillot de bain sans être tout nus, déjà, c'est un petit détail, mais en fait, c'est quelque chose qui leur permet aussi d'avoir un respect de leur intimité. C'est de dire, là, tout à l'heure, Gaïa, tu parlais des règles, effectivement, d'anticiper ça. Moi, j'ai pas mal de patientes qui ont eu leurs premières règles en colo, en vacances, ou chez mamie, chez papy, et du coup, avec pas du tout d'infos, pas le matériel, et puis alors, du coup, de devoir demander, en tout cas, à ces âges-là, une serviette à quelqu'un qui n'est pas, grosso modo, les parents, ou en tout cas, vraiment, puis en général, plus souvent la mère, d'ailleurs, en l'occurrence, c'était pas des moments très sympathiques. Donc du coup, de pouvoir avoir anticipé ça, de dire que ça existe, d'avoir une ou deux protections périodiques d'avance, je trouve que déjà c'est quand même quelque chose qui peut être assez confortable pour une personne en tout cas qui pourrait avoir ses règles pendant le séjour. Effectivement, quand on avance un petit peu, oui, de commencer à penser à l'intimité, mais je trouve que c'est intéressant quand on parle de sexualité de pas toujours être sur le prisme du danger, du risque. Attention, tu vas attraper des IST, tu vas tomber enceinte, etc. Même si c'est un discours qu'il faut avoir, parce que c'est effectivement, ça fait partie des risques, mais je trouve que quand on fait de la prévention, on sait que ça marche beaucoup mieux les messages positifs que les messages négatifs. Typiquement, les campagnes de prévention contre le tabac, là où on s'est mis à mettre des images atroces sur les paquets de cigarettes, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, de dire en fait, de véhiculer plutôt un message chouette, parce qu'en fait, il va y avoir à un moment donné du désir, il va y avoir des envies, il va y avoir des rapports. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que du coup, ce truc-là ne soit pas vécu comme quelque chose de dangereux, de négatif, de risqué, d'interdit. Et de forcément violent. Exactement. Voilà. Et on peut avoir une sexualité non violente. Bien sûr. Tout à fait. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci Gaïa, merci Charlotte pour votre intervention. Pierre, à bientôt pour un nouveau podcast. Avec plaisir.